Imaginez une maladie où votre propre corps devient votre cage. Pas une prison métaphorique, mais une prison bien réelle, où les muscles, les ligaments et même les tendons se transforment lentement en os solides. Chaque bleu, chaque chute, chaque blessure déclenche la trahison du corps, vous enfermant pièce par pièce dans un second squelette. Voici la cruelle réalité de la fibrodysplasie ossifiante progressive, ou FOP, souvent appelée la maladie de l'homme-statue. C'est l'une des affections les plus rares sur Terre, si rare que seules quelques centaines de personnes dans le monde vivent avec. Mais pour celles et ceux qui en sont atteints, chaque jour est un combat contre leur propre biologie. Les enfants atteints de FOP naissent souvent avec une apparence saine. Mais dès la petite enfance, les changements commencent. Un coup sur le bras, une égratignure au genou, des blessures ordinaires qui, chez n'importe qui d'autre, guériraient, allument un processus irréversible. Au lieu de se réparer, le corps se durcit. Le muscle devient os. Les articulations se soudent. Le mouvement disparaît. Il n'existe aucun remède. Aucune chirurgie ne peut retirer l'os, car le corps riposte en le remplaçant par encore plus d'os. Lentement, les personnes atteintes de FOP perdent la capacité de lever les bras, de plier les genoux, même de respirer librement. Le corps lui-même devient un cocon de pierre, emprisonnant un esprit toujours vivant, conscient, avide de liberté. Dans cette vidéo, nous dévoilons l'histoire tragique de la FOP, la science qui la sous-tend, les vies qu'elle remodèle et la question obsédante qu'elle pose. Que signifie être vivant lorsque votre corps lui-même se change en pierre? Pour la plupart des familles, la naissance d'un enfant apporte joie et espérance. Le premier sourire, les premiers pas, les premiers mots, autant d'étapes que les parents chérisseront. Mais pour certaines familles touchées par la FOP, ces étapes s'accompagnent d'ombres qu'elles ne voient pas encore. La fibrodysplasie ossifiante progressive ne se révèle pas immédiatement. Les bébés naissent souvent avec une apparence saine, bien que beaucoup partagent un indice subtil, des malformations des gros orteils, courts ou courbés de manière inhabituelle. Pour la plupart des médecins, ces anomalies semblent bénignes. Peu réalisent qu'elles peuvent être le tout premier signe de quelque chose de catastrophique. Au début de l'enfance, les premiers indices apparaissent. Un enfant tombe dans la cour de récréation et se fait un bleu au bras. Des semaines plus tard, au lieu de s'estomper, le bleu durcit. Une masse se forme sous la peau, douloureuse et inflexible. Les parents pensent à une simple bosse. Mais la masse ne disparaît pas. Elle devient de l'os. Les médecins, peu familiers avec une maladie aussi rare, posent souvent de mauvais diagnostics. Certains y voient des tumeurs ou des cancers. Les familles subissent des biopsies invasives ou des chirurgies destinées à retirer le problème. Mais avec la FOP, la chirurgie ne fait qu'empirer les choses. Chaque incision déclenche une nouvelle pousse osseuse, verrouillant le corps encore plus vite. La trahison est cruelle parce qu'elle paraît d'abord si ordinaire. Les enfants trébuchent, s'éraflent les genoux, heurtent les meubles, des blessures quotidiennes. Pour la plupart, ce ne sont que des désagréments. Pour un enfant atteint de FOP, chaque coup est une bombe à retardement, une chance de durcir davantage. Les parents remarquent de la raideur là où devrait régner l'insouciance. Une épaule qui ne bouge plus librement. Un cou qui s'incline étrangement. Un enfant qui courait autrefois dans le jardin peine maintenant à lever un bras. L'inquiétude grandit, mais les réponses se dérobent. Les consultations médicales deviennent un carrousel de confusion. Analyse sanguine, radiographie, spécialistes perplexes. Certains évoquent des troubles auto-immuns.
d'autres suspectent des cancers rares. Un temps précieux s'écoule tandis que la maladie progresse en silence. Puis vient le moment de la reconnaissance. Un médecin qui connaît la maladie ou un test génétique confirme la vérité. Fibrodysplasie ossifiante progressive. Le soulagement d'avoir enfin une réponse est submergé par l'horreur de ce qu'elle implique. Il n'existe ni remède ni chirurgie. Aucun moyen d'inverser le processus. Les parents entendent le diagnostic et ressentent le poids de l'inéluctable. Le corps de leur enfant deviendra une cage d'os, une poussée après l'autre. Pour l'enfant, les premiers signes de FOP marquent la fin de l'innocence. Chaque faux pas, chaque bleu devient effrayant. Le rire du jeu cède la place à la prudence. Les familles enveloppent les enfants de protection, casques souples, vêtements rembourrés, surveillance attentive. L'enfance devient une négociation constante entre liberté et sécurité. Les premiers signes ne sont pas seulement médicaux, ils sont émotionnels. Ils reconfigurent la vie de famille, modifient le rythme du quotidien. Derrière chaque éclat de rire, la peur de tomber. Derrière chaque étreinte, la crainte de serrer trop fort. Ce qui commence comme une étrange bosse après un bleu se révèle bientôt être quelque chose de plus grand, de plus implacable. C'est l'acte d'ouverture, discret, d'une tragédie à vie. Le sang qui, lentement, se change en pierre. La fibrodysplasie, ossifiante progressive, est si rare que la plupart des médecins n'en verront jamais un seul cas au cours de leur carrière. Moins d'une personne sur 2 millions est touchée. Au total, seuls quelques centaines de patients connus vivent avec cette maladie dans le monde. La rencontrer, c'est entrer dans l'extraordinaire. Cette rareté explique pourquoi l'affection est souvent mal diagnostiquée. Lorsqu'un enfant présente des masses dures dans les tissus musculaires, les médecins pensent d'abord aux causes fréquentes, traumatisme, cancer, infection. La FOP se dissimule à la vue de tous, se faisant passer pour quelque chose de familier tout en poursuivant silencieusement son œuvre. Les familles subissent souvent un cruel cycle d'essais et d'erreurs. Des chirurgies sont pratiquées pour retirer ce que l'on croit être des tumeurs. Mais au lieu de guérir, le site opératoire se couvre de nouvel os. Chaque tentative de soigner accélère la prison qui se forme à l'intérieur du corps. La maladie se révèle par des motifs qu'autrefois, seuls les plus malchanceux comprenaient. Les parents apprennent à reconnaître les poussées, des zones de peau rouges, enflées, qui bientôt se calcifient. Ils savent quels coups vont durcir, quels bleus ne s'estomperont jamais. Ils deviennent des experts, malgré eux, d'une affection que la plupart des spécialistes n'ont jamais étudiée. La génétique a rattaché la FOP à une seule mutation du gène ACVR1. Ce défaut transforme la cicatrisation normale en ossification pathologique. Là où le corps devrait reconstruire du muscle, il dépose de l'os. Le plan même de la vie a été modifié d'une manière à la fois précise et dévastatrice. Le mystère de la FOP n'est pas seulement biologique, il est aussi social. Les patients et leurs familles se sentent souvent isolés, coincés dans les limbes des maladies rares. Les communautés peinent à comprendre. Les écoles ne s'adaptent pas toujours. Les assurances rechignent aux prises en charge. Vivre avec la FOP, c'est vivre aux marges de la médecine. Cette rareté a pourtant suscité des liens serrés. À travers les continents, patients et familles se trouvent. Les forums en ligne et les associations deviennent des bouées de sauvetage. Dans un monde où les médecins locaux restent souvent déconcertés, la voix de ceux qui partagent la maladie apporte clarté et espoir. Les chercheurs, eux aussi, sont attirés par le mystère. L'extrême rareté rend chaque patient inestimable. Chaque cas contribue au savoir mondial.
chaque test génétique ajoute une pièce au puzzle. Les forts de Papouasie-Nouvelle-Guinée ont révélé les prions à travers le Kourou. Les familles dispersées atteintes de FOP révèlent, elles, la fragilité même de la biologie de l'os. La FOP est rare, mystérieuse et impitoyable. Mais dans sa rareté, résidant à la fois la tragédie et l'opportunité. Tragédie parce que si peu de ressources lui sont consacrées. Opportunité parce que chaque découverte éclaire non seulement cette maladie, mais aussi les processus mêmes qui bâtissent et réparent nos squelettes. Une maladie rare ne se résume jamais à des chiffres. Pour ceux qui vivent avec la FOP, la rareté n'est pas une curiosité. C'est l'isolement, la lutte et la survie dans un monde qui ignore presque leur existence. La cruauté de la FOP tient à sa trahison. Le système même conçu pour guérir et protéger se retourne contre son hôte. Tout corps répare les dégâts. Les coupures se referment, les bleus s'estompent, les fractures se ressoudent. Mais dans la FOP, les signaux de réparation sont brouillés et la réparation devient destruction. Ce processus s'appelle ossification hétérotopique, la formation d'os là où il ne devrait jamais y en avoir. Un hématome à la cuisse déclenche de l'os dans le muscle. Un coup au bras provoque de l'os dans les tendons. Même de petites blessures, comme une injection ou des soins dentaires, peuvent déclencher un changement irréversible. Les poussées commencent souvent par un gonflement. La peau devient chaude, rouge, douloureuse. Les familles redoutent ces premiers signes, car elles savent ce qui suit. En quelques semaines, la zone durcit. Les tissus mous disparaissent. Le mouvement se restreint. La transformation est permanente. Avec le temps, le corps commence à se verrouiller. La colonne se raidit, les épaules se soudent, les bras ne peuvent plus se lever au-dessus de la tête. Les genoux refusent de se plier. Lentement, le squelette s'étend au-delà de son dessin naturel, créant une exosquelette rigide d'os. La trahison se propage de façon imprévisible. Certaines poussées frappent le cou, empêchant de tourner la tête. D'autres saisissent la cage thoracique, restreignant les poumons et transformant chaque souffle en effort. D'autres encore verrouillent la mâchoire, emprisonnant les patients dans le silence et la faim. Contrairement à beaucoup de maladies, la FOP n'évolue pas de manière régulière. Elle saute et choisit, frappe sans prévenir. Un enfant peut courir librement une année et perdre la marche l'année suivante. Les familles vivent dans une crainte constante, ne sachant jamais quand la prochaine blessure déclenchera un nouvel os. Même le repos est dangereux. Les infections virales, les soins dentaires ou de simples inflammations peuvent lancer l'ossification. Les parents deviennent des gardiens, protégeant l'enfant des chutes, des accidents et même d'actes médicaux routiniers. La sécurité devient un travail à plein temps. Le corps est à la fois geôlier et exécuteur. Il cage l'esprit sous des couches d'os, retirant la liberté articulation après articulation. La trahison est totale, car la source de destruction est la même biologie qui rend la vie possible. C'est pourquoi la FOP ressemble moins à une maladie qu'à une malédiction. Ce n'est pas une invasion extérieure, ni virus ni toxine. C'est le corps lui-même qui lit mal son propre code, transformant la guérison en durcissement. Pour les patients, la trahison de la FOP est la réalité quotidienne. Pour la science, c'est une énigme profonde. Comment l'acte le plus fondamental de survie, réparer, peut-il devenir le moteur même de la destruction? À mesure que la FOP avance, elle remodèle non seulement le corps, mais la vie entière. Les patients se transforment lentement en statues vivantes. Au début, les changements sont subtils, un bras qui ne se lève plus complètement, un cou qui reste raide. Mais au fil des années,
les articulations se soudent l'une après l'autre jusqu'à ce que la liberté de mouvement devienne un souvenir. Les gestes du quotidien, tenus pour acquis par la plupart, deviennent impossibles. Attraper un verre, lasser des chaussures, se brosser les cheveux, des tâches qui migrent de l'indépendance vers la dépendance. Les familles deviennent aidantes, prenant le relais là où l'eau a confisqué la mobilité. Pour les enfants, la transformation est la plus cruelle. Un enfant qui courait pieds nus dans les champs peut se retrouver incapable de plier les genoux. Une fillette qui aimait danser peut un jour rester assise, les bras figés par l'os. La joie de l'enfance se heurte à la réalité de la restriction. La respiration elle-même est menacée. À mesure que la paroi thoracique se rigidifie, les poumons ne peuvent plus se dilater librement. Le moindre effort essouffle. Certains ont besoin d'assises spécifiques pour soulager la contrainte, et chaque rhume ou infection comporte un risque accru. Le surnom « homme-statue » n'a rien de poétique. Il était littéral. Les patients perdent progressivement la capacité de tourner la tête, de lever les bras, voire d'ouvrir la bouche. Certains restent bloqués en position assise, leur corps sculpté par une biologie dévoyée. Mais à l'intérieur de ces cadres rigides, les esprits demeurent vifs. Les enfants continuent de rêver, les adultes de penser, d'aimer, de créer. La tragédie, c'est que la prison est physique, non mentale. L'intellect reste intact, témoin impuissant, tandis que le corps se scelle dans l'os. Le tribut émotionnel est immense. Les patients décrivent l'isolement, la frustration, le deuil. Voir son corps se trahir alors que la conscience reste claire, c'est vivre dans un deuil constant des libertés perdues. Les familles souffrent aussi. Les parents portent la culpabilité de blessures qu'ils n'ont pu empêcher. Les frères et sœurs deviennent protecteurs et parfois aidants réticents. Les foyers entiers gravitent autour des poussées imprévisibles de la FOP, leur vie façonnée par une condition que personne n'a choisie. Et pourtant, une résilience émerge. Beaucoup de patients atteints de FOP s'adaptent, poursuivant études, carrière ou art. Ils utilisent la technologie pour parler quand la mâchoire se fige ou la dictée vocale quand les bras ne peuvent plus écrire. Dans l'immobilité, ils forgent de nouvelles formes d'expression. L'image de la statue humaine, est tragique, mais elle porte aussi la défiance. Derrière les membres figés et les articulations rigides se tient un refus d'être défini uniquement par l'os. Le corps peut durcir, mais l'esprit s'efforce de rester fluide, vivant, indomptable. Derrière chaque tragédie en médecine se cache une histoire scientifique, et celle de la FOP est parmi les plus stupéfiantes. Au cœur de la maladie, une seule mutation génétique, un changement du gène ACVR1. Cette minuscule erreur réécrit la réponse du corps à la blessure. Normalement, le gène ACVR1 aide à réguler la croissance osseuse. Il fait partie d'un réseau complexe de signaux qui disent aux cellules souches quand devenir de l'os et quand devenir du muscle ou du cartilage. Chez les personnes en bonne santé, ce processus permet au squelette de réparer les fractures et de se renforcer. Dans la FOP, la mutation d'ACVR1 bloque l'interrupteur sur activé en permanence. Le corps se prend les lésions des tissus mous pour un ordre urgent de construire de l'os. Là où les autres cicatrisent avec du tissu fibreux, les patients FOP cicatrisent avec des dépôts calciques rigides. La machinerie de la réparation a été détournée. Cela explique pourquoi les blessures accélèrent la maladie. Même des injections de routine ou des soins dentaires peuvent déclencher une croissance osseuse massive. La chirurgie, souvent tentée dans les cas mal diagnostiqués, se retourne de façon spectaculaire. Retirer l'os en excès ne fait que pousser le corps à en bâtir davantage, plus vite
est plus épais qu'avant. Les scientifiques ont découvert que cette mutation ne crée pas seulement de l'os, elle en crée au mauvais endroit. L'os s'entrelace aux muscles, tendons et ligaments, des zones qui ne devraient jamais se calcifier. L'architecture du corps est remodelée de manière grotesque. Les études animales ont confirmé le rôle d'ACVR1. Lorsque des souris ont été modifiées avec la mutation, elles ont, elles aussi, développé une ossification anormale après blessure. Preuve glaçante qu'un seul gène altéré peut sculpter une prison de pierre. La science a également mis au jour un paradoxe. Les mêmes voies qui détruisent les patients pourraient receler des secrets pour la médecine régénérative. Si nous pouvions contrôler la croissance osseuse avec une telle précision, ne pourrions-nous pas accélérer la consolidation des fractures ou réparer des cartilages lésés? La tragédie de la FOP est devenue une feuille de route pour la découverte. Mais la même science explique l'absence de remède. Une fois l'os formé, on ne peut l'annuler. Aucun médicament ne peut le dissoudre sans danger. Le défi n'est pas seulement d'arrêter la croissance future, mais de préserver la liberté de mouvement qui reste. Chaque poussée est irréversible. Comprendre la génétique a donné un nom à la souffrance, mais pas de soulagement. Les familles apprennent pourquoi leurs enfants se rigidifient, sans savoir comment arrêter ce processus. Pour l'instant, la science de la pierre demeure à la fois explication et rappel. Connaître la cause n'est pas détenir la cure. Pour les personnes vivant avec la FOP, chaque jour est un calcul. Les choix les plus infimes emportent d'immenses conséquences. Un faux pas dans les escaliers, une injection mal programmée, même une grippe peut déclencher une nouvelle ossification. La vie devient une négociation constante entre risque et sécurité. Les familles adaptent les maisons pour protéger leurs proches, les angles vifs sont rembourrés, les sols dégagés, les aires de jeu évitées, les enfants portent des casques pour amortir les chutes. Certains dorment sur des matelas spéciaux afin de réduire les pressions susceptibles de déclencher des poussées pendant la nuit. Les routines quotidiennes se complexifient. S'habiller nécessite de l'aide quand les bras ne se lèvent plus. Manger devient difficile lorsque la mâchoire se soude partiellement. Le bain exige une planification minutieuse, souvent avec l'assistance d'aidants. Ce que la plupart font sans y penser devient une chorégraphie épuisante. La douleur est constante. Les poussées apportent gonflement, chaleur et souffrance avant de se figer en os. Les anti-inflammatoires soulagent peu. Les patients endurent des nuits blanches, attendant que le feu dans leurs muscles s'éteigne, sachant que le prix à payer sera de nouvelles limitations au matin. La scolarité pose des défis. Porter des livres, s'asseoir sur des chaises dures, circuler dans des couloirs bondés, tout cela est dangereux. Beaucoup d'enfants FOP sont instruits à domicile ou nécessitent des aménagements, non parce que leur esprit flanche, mais parce que leur corps est trop fragile pour des environnements ordinaires. La vie sociale se rétrécit. Les amis s'éloignent parfois, incapables de comprendre les limitations constantes. L'isolement croît, les rendez-vous ludiques laissant place aux visites à l'hôpital et aux démarches associatives. Pourtant, dans ces frontières, beaucoup puisent force dans les communautés en ligne et les réseaux de maladies rares. Les soins médicaux sont précaires. Même des soins dentaires de routine ou des vaccinations comportent des risques vitaux. Les familles doivent expliquer la FOP à chaque visite, affrontant souvent l'incrédulité de soignants qui ne la connaissent pas. La confiance est fragile car une seule erreur peut bouleverser une vie. Les combats psychologiques reflètent les physiques. L'anxiété traque chaque mouvement. La dépression s'installe à mesure que les libertés s'étiolent. Les parents luttent contre la culpabilité,
les frères et sœurs contre la jalousie, les patients donc contre le chagrin, et pourtant beaucoup développent une résilience, apprenant à savourer les petites victoires et les instants de lien. La technologie offre quelques répits. Les dispositifs à commande vocale remplacent des mains qui ne peuvent plus taper. Les fauteuils roulants rendent une mobilité quand les jambes se soudent. Des sièges adaptés et des couverts ergonomiques permettent de manger et de communiquer même lorsque le corps se durcit. Les combats quotidiens de la FOP ne sont pas seulement médicaux. Ils sont émotionnels, logistiques, implacables. Et pourtant, au cœur de ces luttes se trouve la résilience. Chaque angle capitonné, chaque outil adapté, chaque geste d'aide est un refus de se rendre à la pierre. Derrière chaque statistique de FOP se cache une histoire de résilience. Des patients dans le monde, bien que ligotés par l'os, refusent d'être définis uniquement par leurs conditions. Leur voix, leur art, leur plaidoyer montrent que la force ne disparaît pas lorsque le corps durcit, elle se transforme. Certains deviennent des porte-paroles, utilisant leur histoire pour sensibiliser. Lors de conférences ou en ligne, ils instruisent des médecins qui n'en verraient autrement jamais. Par leurs mots, la FOP cesse d'être un acronyme abstrait et devient une réalité vécue. D'autres trouvent l'expression par l'art. Incapables de bouger les bras, ils apprennent à peindre avec la bouche ou les orteils. Leurs toiles dépeignent des mondes pleins de mouvements et de couleurs, témoins d'une imagination libre alors que le corps rétrécit son champ. L'éducation devient un champ de bataille de détermination. Des étudiants aux articulations soudées suivent les cours à distance, s'appuyant sur la technologie pour rédiger ou répondre. Des diplômes, gagnés dans de telles conditions, brillent davantage, non pour les notes, mais pour la persévérance qu'ils incarnent. Les familles, elles aussi, deviennent des histoires de survie. Des parents remodèlent leur carrière pour soigner. Des frères et sœurs deviennent protecteurs, défenseurs, compagnons. Des foyers entiers se réorganisent autour des exigences de la FOP, trouvant de la force dans la solidarité malgré l'épuisement. La communauté mondiale FOP a tissé des réseaux puissants. Les organisations dédiées relient des patients à travers les continents. Les rencontres en ligne deviennent des lignes de vie où l'on partage des stratégies, où l'on célèbre de petites victoires, où l'on pleure ensemble. Dans l'isolement, il forge l'unité. Certaines histoires frappent particulièrement. Des patients qui perdent la mobilité mais composent encore de la musique, écrivent des romans ou inspirent des campagnes. Leur réussite bouscule les idées reçues sur ce que peut accomplir une vie contrainte par l'os. Ils prouvent que l'immobilité n'est pas l'invisibilité. La tragédie demeure. Beaucoup meurent jeunes, emportés par une insuffisance respiratoire ou des complications. Et pourtant, dans ces pertes, les familles choisissent souvent de témoigner, de contribuer à la recherche, de sensibiliser pour que chaque vie résonne au-delà de sa durée. La survie avec la FOP ne se mesure pas seulement en années. Elle se mesure en résilience, la capacité à endurer la douleur, à s'adapter, à trouver du sens dans la restriction. Chaque histoire ajoute une voix à un cœur grandissant de défis face au silence de la rareté. Dans ces récits, nous ne trouvons pas des statues de désespoir, mais des portraits de courage. Ils nous rappellent que même lorsque le corps durcit, l'esprit peut rester inflexible, vivant, profondément humain. Pendant des décennies, la FOP a semblé intouchable. Si peu de patients, des conséquences si dévastatrices, les chercheurs peinaient à imaginer une solution. Pourtant, la science se nourrit des mystères, et la biologie unique de la FOP a attiré des investigateurs tenaces. La découverte, en 2006,
de la mutation d'ACVR1 fut une percée. Pour la première fois, l'interrupteur génétique précis derrière la maladie était identifié. Cette découverte offrait une cible claire, la voie de signalisation qui dit aux cellules de fabriquer de l'os. Des entreprises pharmaceutiques ont commencé à explorer des médicaments capables d'interférer avec cette voie. Certains visaient à bloquer les signaux hyperactifs. D'autres cherchaient à calmer la réponse inflammatoire lors des poussées, espérant réduire l'étincelle qui allume l'os. Les modèles animaux ont été vitaux. Des souris porteuses de la mutation présentaient la même ossification galopante que les humains. Grâce à ces modèles, on pouvait tester des thérapies avant d'exposer des patients à des risques. Les progrès furent lents, mais pas à pas, le puzzle se laissait approcher. Des essais cliniques ont vu le jour. Des médicaments conçus pour d'autres affections osseuses ont été réutilisés. Certains ont montré des signes de ralentissement de l'ossification. D'autres ont réduit l'inflammation sans freiner la progression. Chaque résultat, même les échecs, a nourri le champ de connaissances. La thérapie génique est devenue un espoir lointain. Pourrait-on un jour éditer ou faire taire le gène défectueux ACVR1 ? Les avancées de CRISPR et de la médecine génétique entretiennent cette possibilité, bien qu'elle reste éloignée. Entre-temps, les associations de patients ont alimenté la recherche par des financements, la sensibilisation et des registres mondiaux. En connectant des cas rares à l'échelle planétaire, elles ont fourni des données qu'aucun pays seul ne pouvait rassembler. Chaque patient ajoutait au capital de connaissances. Chaque poussée était minutieusement consignée. Les médecins ont aussi recentré la prise en charge. Prévenir les blessures, adopter des stratégies de protection, gérer la douleur avec soin sont devenus aussi importants que la quête d'un traitement curatif. Tant que la science n'apporte pas de réponse, la survie dépend de la réduction des déclencheurs et du maintien de la qualité de vie. Malgré les obstacles, l'espoir persiste. Chaque année apporte de nouvelles études, de nouvelles idées, de nouvelles possibilités. S'il n'existe pas encore de remède, l'histoire de la FOP n'est plus seulement celle de l'inéluctable. C'est aussi celle de la résistance, d'une science qui apprend lentement à réécrire un scénario mortel. Pour les patients, la quête d'une cure est plus qu'une recherche. C'est une promesse que leur souffrance compte, que leur rareté ne les rend pas invisibles, et qu'un jour, la prison de pierre pourra enfin être brisée. La FOP est plus qu'une anomalie médicale. C'est une lentille à travers laquelle nous voyons la fragilité de la biologie humaine. Dans sa tragédie, elle révèle des vérités sur la guérison, sur la façon dont les gènes façonnent le destin, et sur la réponse de la société face à la rareté. Une leçon se trouve au cœur de la biologie osseuse. La FOP démontre que la croissance de l'os n'est pas figée à la naissance, mais guidée par des signaux délicats. Une seule mutation peut tordre ces signaux en chaos, nous rappelant combien la frontière entre santé et dommage est mince. Elle souligne aussi le danger d'intervenir sans comprendre. Pendant des années, des chirurgies visant à retirer l'os excédentaire ont aggravé l'état des patients. Cette histoire douloureuse souligne la nécessité d'humilité en médecine. Parfois, faire moins est plus sage que de foncer à l'aveugle. Autre leçon, l'utilité des maladies rares. Bien que seules quelques centaines de personnes souffrent de FOP, leur condition a offert aux scientifiques des éclairages sur la formation osseuse qui concerne des millions d'individus. Ce que nous apprenons du rare peut se répercuter en traitement pour le commun. La FOP nous force aussi à repenser la résilience. Les patients montrent que la vie ne s'arrête pas avec l'immobilité. La créativité s'adapte, la technologie comble les fossés, la communauté
redéfinit la force. Il nous rappelle que l'esprit humain peut endurer, même lorsque le corps résiste. La maladie met au défi l'organisation des soins. Les pathologies rares peinent à obtenir financement et reconnaissance, et pourtant elles mettent à nu des voies biologiques cruciales. Investir en elles n'est pas de la charité, c'est une source de découvertes utiles à tous. Enfin, la FOP est une leçon de perspective. Voir un enfant se figer en os, c'est affronter la fragilité de l'existence. Elle nous rappelle que la liberté de mouvement, la respiration, le jeu ne sont pas des luxes mineurs, mais des dons profonds. Les leçons plus larges de la FOP dépassent largement les patients eux-mêmes. Elles enseignent aux médecins, aux scientifiques, à nous tous, le respect de l'équilibre biologique, la valeur de la rareté et l'honneur dû à la force de ceux qui vivent dans la pierre tout en restant intacts. Au fond, l'histoire de la FOP parle de liberté, une liberté lentement arrachée par l'os. Ce qui commence par un enfant courant pieds nus dans le jardin devient, au fil des ans, l'immobilité d'un corps ligoté par sa propre biologie. Pourtant, dans cette immobilité, le sens continue de croître. Les patients FOP vivent un paradoxe. Leurs corps se durcissent, mais leurs esprits demeurent vifs, vivants, en éveil. Ils pensent, rêvent et espèrent, même lorsque les muscles se soudent. Rappelle que la liberté n'est pas seulement physique. Elle se trouve aussi dans l'imagination, la créativité, le lien. Pour beaucoup, la liberté est redéfinie. C'est la possibilité d'aller en cours malgré l'immobilité, d'écrire avec la voix, de partager une peinture réalisée avec les orteils ou une chanson composée dans le silence. Ce n'est pas l'absence de contrainte, c'est la présence d'expression à l'intérieur de celle-ci. Les familles apprennent, elles aussi, cette redéfinition. Elles mesurent la liberté non en kilomètres parcourus, mais en moments chéris. Sourires au dîner, histoires au coucher, petites victoires comme s'asseoir dehors pour sentir le soleil. L'amour plie, s'adapte, survit, même lorsque le corps se rigidifie. La FOP nous enseigne que la liberté est fragile. Elle peut s'évanouir avec une chute, une poussée, la croissance soudaine d'un os mal placé. Mais elle enseigne aussi que la volonté de vivre, de créer, d'endurer est plus forte que n'importe quelle mutation. La science poursuit sa quête d'un traitement, mais même sans lui, des vies de profonde signification se dessinent. Leur courage parle plus fort que leur silence. Leur résilience est plus forte que leurs articulations soudées. Dans leur immobilité se trouve un autre mouvement, celui de l'esprit. Le sens de la liberté, alors, ne réside pas seulement dans la course ou la danse, il réside dans le refus de laisser l'os définir l'identité. Il réside dans la revendication de la dignité quand le corps se trahit. Il réside dans un rire qui résiste au désespoir et des voix qui défient l'invisibilité. La FOP est une tragédie, mais aussi un témoignage. Elle nous montre ce que signifie être humain lorsque la chair se change en pierre. Elle nous montre que la liberté, bien que fragile, peut survivre aux prisons les plus dures. Et elle nous laisse une vérité obsédante. Le corps peut se durcir, mais l'esprit peut rester indestructible.